Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Comme un grand, comme un champion. Salut Nordic Mag. Il va le faire. Ah, bien. Il va faire mort tranquille au championnat du monde de Paris. Oh, l'attaque de Guillermo. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être déjà présente en nombre pour ce petit live hebdomadaire sur Sport 39, le média digital du sport jurassien, qui n'est pas confiné. On continue à faire des vidéos. Je salue d'ailleurs Don Marilly et Valentin, avec qui on va échanger dans un instant. Avant de démarrer avec lui, je voulais juste revenir sur deux choses. D'abord, l'interview de la semaine dernière sur la boxe avec Serge Pantel. Alors, au-delà de sa réussite, on a eu beaucoup de vues sur Instagram, sur YouTube, avec plus de 250 vues, je crois, sur YouTube. Donc, c'était vraiment top. Ça a été un petit peu houleux avec quelques commentaires, mais bon, c'est de la libre expression, j'ai envie de dire, sur le média. C'est pour ça que j'ai laissé les commentaires, en tout cas. Et puis, deuxième chose, je sais pas si vous avez entendu dans le générique, il y avait les commentaires de Patrick Montel, le monsieur athlétisme de France Télévisions, qui a annoncé la semaine dernière sa retraite du service public. Donc petite pensée pour Patrick, la voix de l'athlète. Donc en tout cas, il commente également du combiné nordique. Donc comme quoi, on peut être capable de tout faire en tout cas. Et justement, qui dit combiné nordique dit saut à ski, mais également ski de fond. Et quand on dit ski de fond, on pense bien évidemment à l'un des meilleurs fondeurs de l'équipe de France, dans le top 5 je pense, et il est jurassien, donc on a le plaisir de l'accueillir ce soir, Valentin Chauvin. Je salue Karim, n'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions à Valentin, c'est le but de l'échange, et on espère que la connexion va bien passer. Bonsoir Valentin. Salut. Ça va? Et en tout cas, merci. Écoute, merci, ouais, ça va très bien, merci d'avoir accepté l'invitation sur le petit média. Alors, avant de démarrer l'interview, c'est vrai que pour rien vous cacher, avec Valentin, on se connaît depuis au moins 5-6 ans, facile, que je te suis pour le progrès. Donc, c'est une belle histoire en tout cas que j'essaye de relater à chacune de tes compétitions. Si tu peux d'abord te présenter un peu pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, parce que je sais que tu viens du Haut-Jura, mais de quel village, qu'est-ce ton âge, qu'est-ce que tu fais? Donc, moi, c'est Valentin Chauvin, je suis jurassien, donc forcément, pour passer sur Sport 39. Je suis né à Longchaumois, enfin, j'ai grandi à Longchaumois, et maintenant j'habite à La Joux, donc dans le Haut-Jura, et voilà, je suis sur le Haut-Jura. On a d'ailleurs un sacré jurassien qui nous suit en ce moment, c'est un certain Antoine Auger, que j'ai eu la chance d'interviewer la semaine dernière pour le progrès. Alors tu es fondeur, Valentin. Tu as commencé à quel âge le ski de fond? J'ai commencé tout petit. Après la compétition, j'ai commencé en sixième. Enfin, ouais, c'est en sixième. Ouais. Après, j'ai commencé depuis tout petit, ouais. Tu faisais d'autres sports, Ouais. Donc j'ai commencé par le foot, le ping-pong, le ski alpin et puis l'athlétisme aussi après. Donc voilà, ouais, j'ai commencé le ski de fond après la primaire. En fait. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que du coup tu t'es choisi le ski de fond par rapport aux autres disciplines que tu faisais, parce que je crois que tu étais assez bon dans l'une d'entre elles, Ouais, ça se passait plutôt bien même dans tous les sports que j'ai fait en fait. Donc non, je suis plus parti sur le ski de fond parce que c'est l'ambiance d'abord qui m'a attiré. Cette ambiance familiale et j'ai pas retrouvé ça dans d'autres sports. Donc c'est ça qui m'a attiré aussi dans le ski de fond. Ouais. Il y a une première interrogation de Karim qui dit on appelle ceux qui font du ski de fond les fondeurs. Oui, ouais. On les appelle comme ça. Je sais pas, je vois pas. Enfin, c'est l'appellation des skieurs de fond, les fondeurs. Justement, toi, tu fais du ski de fond donc depuis fin de primaire, début du collège. Quand on commence le ski de fond, généralement, on commence par faire quoi? Du ski classique, enfin en mode classique. Et c'est quoi les premières leçons de ski de fond qu'on fait?
Ouais, à l'école, on est plus sur du ski de classique, des skis à écailles, en fait. Parce que, bah, déjà, à Longchamp-moi, il y avait pas forcément de piste, donc on allait dans les champs, hein. On allait se balader, avec les skis à écailles. Et oui, après, sur le tard, on essaye d'apprendre, le skating. Enfin, en tout cas, moi, j'ai commencé comme ça. Peut-être qu'il y en a qui ont commencé par le skating, je sais pas. Mais oui, en général, on commence par le nautique. Est-ce que tu peux expliquer à celles et ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a certains qui sont là ce soir, même s'il y a quand même pas mal de fondeurs, hein, la différence entre le ski en mode classique et le ski skating, sachant que il y a plusieurs en classique, il y a deux trois styles, enfin il y a deux trois techniques. Ouais, en fait, le classique, donc c'est dans les rails. Je sais pas si tout le monde voit ce que c'est les rails des skis de fond, mais donc voilà, on skie dans l'axe. En fait, ça ressemble plus à de la course à pied ou à de la marche avec bâton. Ouais. Que le skating, bah, c'est des skis qui vont être divergents à droite à gauche, comme du roller, quoi. Toujours avec des bâtons, par contre. Donc voilà la différence un peu entre les deux. Et puis Et il y a aussi la, on a besoin d'un phare d'accroche pour avancer, alors qu'en skating, on n'a pas besoin de ça. oui, alors pour répondre à Karim, effectivement, les chemins sont tracés, comme l'a dit Valentin, ce sont des lignes. Mais il y a aussi tu l'as pas évoqué Valentin, mais en poussée qu'avec les bras, parce qu'on en voit certains qui font du classique qu'avec les bras. Ça, pareil, tu en fais de temps en temps ou c'est vraiment un truc que tu fais pas ça? Si, on en fait beaucoup ouais, dans la préparation. Dans l'été, on fait même quasiment que ça en fait. Et ouais, enfin, j'essaye aussi enfin, je bosse un peu de toute manière, mais oui, on fait beaucoup de poussées, ouais. Ouais. Donc, on Et, tracte sur le haut du corps, ouais. ouais, il faut être gainé, hein. Je pense que c'est le principal, enfin, c'est une des principales qualités pour faire du ski de fond, le gainage. Ouais, il y a beaucoup de qualités à travailler, mais ouais, ça en fait partie. Et ouais, Et c'est un des sports les plus complets, donc oui, faut tout bosser. Et puis, le gainage, forcément, c'est ce qui maintient tout le corps, donc c'est important, ouais, déjà pour pas se blesser, et puis ensuite, ben, pour rester propre sur la technique. Ouais. Et justement, alors, physiquement, ça demande pas mal d'implications. Entre les deux techniques de ski de fond, le classique et le skating, c'est quoi le plus dur techniquement? Parce qu'on pourrait se dire, on est dans les traces, on avance. Moi, j'ai déjà fait du classique. Bon, Ouais. je pense que je l'ai mal fait, hein, mais voilà. Enfin, c'est pas, je pense que ça dépend de chacun. Moi, je sais que je préfère le classique, je suis plus à l'aise en classique. Mais beaucoup de Français sont plus à l'aise en skating. Donc, je pense que ça dépend aussi de ce qu'on a fait petit. Si on a qui ont déjà fait du roller, je pense que ce sera plus facile le skating. Euh, je suis pas sûr qu'il y ait un style qui soit plus facile que l'autre. Après, c'est des prédispositions. Et puis, mais ce qui est difficile en classique, on va dire, c'est il faut réussir à faire accrocher le fart. Et dans certaines conditions, c'est vraiment, ouais, c'est compliqué, ouais. Quand il neige quand il neige, c'est beaucoup plus compliqué le classique que le skating. Ouais. On parle d'équilibre. Aurore qui dit, des fois, c'est compliqué de garder l'équilibre en skating. C'est plus dur en skating qu'en classique ou les deux. Enfin, il y a un équilibre à garder quand même qui est pas évident en ski de fond. Oui, c'est plus facile en classique puisqu'on est dans les rails, mais après, à l'inverse, quand on est embarqué à grande vitesse dans un rail, faut jouer justement avec les points d'équilibre pour pas sortir du rail et pas tomber. Donc, au final, ouais, c'est Tu, dans les deux disciplines, l'équilibre est important, ouais, important. tu parles en connaissance de cause, les chutes au début de ta formation de fondeur. Même aujourd'hui, tu chutes encore un petit peu en classique. Ouais, je chute beaucoup. Ouais. Ouais. Je chute beaucoup, ouais, Alors, notamment je, l'hiver dernier. je vois Jules Chapaz et Hugo Lapalu, hein, deux membres aussi de l'équipe de France qui réagissent. Ça, ces deux athlètes, hein, tu les as déjà battus, ils te font plus peur, c'est terminé, quoi. T'es devant eux maintenant, c'est terminé. Bah, de toute façon, on n'a jamais eu peur des Hauts-Savoyards, hein, donc Ouais. voilà. Ah, alors
Karim qui dit Fourcade, ce n'est pas du ski de fond, c'est du biathlon. Karim Martin Fourcade, donc c'est du ski de fond, alors du skating avec du tir. Hein. Mais ça, on fera une autre émission avec des biathlètes. Mais là, c'est que du ski de fond ce soir, Karim. Et toi, Valentin, c'est vrai que depuis pas mal d'années, tu évoluais un petit peu sur deux formats, alors du ski longue distance et du sprint. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux spectateurs la différence entre les deux, même si on sait que c'est le format, mais un petit peu nous expliquer les différents formats d'ailleurs de ski de fond. Ouais, je suis pas sur la longue distance, parce que la longue distance, c'est au-delà de Oui. 50 km. Donc, on appelle ça plutôt de la distance ou du. C'est pour ça aussi qu'on s'appelle défendeur, parce que ça ressemble aux efforts d'athlétisme, du demi-fond ou des choses comme ça. Donc, finalement, c'est maximum 2h30 de course pour les 50 km. Mais j'en ai pas encore fait, et du coup, je suis plus sur sprint et 15 km. Ouais. Donc, mais une préférence pour le sprint l'hiver dernier, ouais, clairement. Donc, On va revenir là-dessus. C'est vrai que ça a été une belle année l'an passé pour toi. Michel, mon collègue correspondant du Progrès de Dole, me demande, enfin te demande ton palmarès. J'allais venir, mais est-ce que tu peux nous le détailler un petit peu? ouais, bah, alors pour faire dans l'ordre, en junior, j'ai été 2 fois vice-champion du monde junior par équipe, donc avec les potes. J'ai 3 titres de champion de En France. 2014-2015. Je rappelle les dates. 2014-2015, tes deux médailles. Pardon, ouais, je vais essayer de mettre les dates en face. Donc sur les mêmes dates, pareil, donc trois titres, je crois, de champion de France junior aussi. Après, je suis passé en senior et j'ai fait une belle première année. J'ai fait ma première Coupe du Monde et j'ai fait un podium dès mon deuxième jour en Coupe du Monde avec Richard Jouve. Donc c'était assez fou ce jour-là. Et sinon, j'ai fait mon premier top 10 l'an dernier en individuel, donc en sprint classique. Et voilà, ouais, mon top 10, c'est ma meilleure performance individuelle, en tout cas pour moi, en Coupe du Monde. Donc. Alors, on rappelle, voilà, en Coupe du Monde, hein, c'est bien de spécifier le format de course, la compétition, la Coupe du Monde. Hein, c'est le Graal pour tout skieur, hein, le circuit Coupe du Monde. Tu as quand même oublié, t'es un petit peu modeste quand même, Valentin, dans ton palmarès. Et c'est vrai que Karim m'a dit vice-champion du monde, mais c'est en catégorie junior, hein, ce que tu disais avec l'équipe de France en 2014-2015. Mais tu as oublié quand même quelques titres significatifs. Hein. Alors, tu as évoqué la 3e place au sprint en Coupe du Monde pour ta première année senior en 2016 à Planica. Mais tu as oublié quand même le gain du classement général de la Coupe des Alpes. Alors, c'est la Coupe d'Europe, c'est le second échelon, on va dire, mondial, continental. Mais tu as gagné le classement général il y a 2 ans, je crois, 2019, de ce classement-là. Ouais. Donc, c'est quand même, il faut être quand même régulier. Ça montre la régularité de la tête quand même, ce classement-là. Ça va te faire plaisir d'ailleurs quand tu as gagné ça. Ça m'a bien fait plaisir, surtout que ça permettait de commencer un Coupe du Monde l'hiver d'après. Et ça, c'est pas négligeable. Donc ouais, c'est un maillot que j'étais content d'avoir, mais maintenant je suis plus du tout sur cette optique-là. J'essaie maintenant de rester en Coupe du Monde et plus de redescendre d'un minimum, en tout cas, sur la Coupe d'Europe. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, je vois Karim qui commentait, mais les autres, hein, c'est ceux qui sont présents sur les médias, n'hésitez pas à réagir, à poser des questions à Valentin, c'est le but. Alors effectivement, tu le disais à l'instant, entre guillemets, l'ascenseur entre l'échelon Coupe du Monde et le circuit continental Coupe des Alpes, ça a été un petit peu ton cas, ce que un petit peu l'ascenseur que tu faisais régulièrement ces dernières années. Et l'an passé, je me souviens, tu me disais, ça va être une année décisive parce que c'est beaucoup de sacrifices et pour l'instant, j'arrive pas à percer sur le haut niveau. Et comment tu l'as vécu cette année? Parce que tu devais avoir un petit peu de pression quand même. Ouais, en fait, ça a été l'hiver d'avant en fait. Donc c'était très compliqué parce que j'avais fait une saison hyper dense où j'étais tout le temps entre la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde. Et du coup, j'arrivais rarement en forme en Coupe du Monde et c'était compliqué de gérer les deux circuits. Et je pense que je suis arrivé un peu à bout la fin d'hiver, la fin de cet hiver-là, donc c'était l'hiver 2018-2019.
Donc beaucoup de courses et ouais, donc je m'étais fixé quand même pour but l'hiver passé de rester en Coupe du Monde le plus possible et de peut-être de viser certaines courses et plus me concentrer sur tous les formats et du coup je pense que ça a fonctionné. Ouais, on va faire un focus dessus parce que c'est vrai que c'est super hein, de revenir sur ces belles performances de l'an passé. Il y a une question d'Aurore qui dit, parce que tu parlais de longue distance tout à l'heure, de plus de 50 kilomètres, qui dit longue distance dans le Jura dit transjurassienne. Deux questions. Est-ce que tu as déjà participé à la transjurassienne et est-ce que tu crois qu'elle va avoir lieu cette année avec toutes les conditions sanitaires et ce qui se passe là? Alors si elle va avoir lieu, j'en ai aucune idée, ça je choisirai pas. Je l'ai jamais couru et pour le moment c'est pas le but. Enfin c'est pas du tout une course qui est importante pour moi pour le moment. Parce que souvent ça tombe en même temps que les coupes du monde, donc c'est pas la priorité c'est la Coupe du Monde et voilà le jour où il y a un trou, ben oui la transjurassienne ça me tiendra à cœur de la faire parce que c'est quand même même si elle a plus la même valeur, je pense qu'il y a certaines années, ça reste la course du coin et les gens aiment cette course parce que voilà elle est quand même ancrée chez nous dans les. T'estimes que le niveau a baissé du coup de la transjurassienne? Je pense pas que le niveau a baissé parce que les skieurs sont meilleurs aujourd'hui, mais il y a moins d'étrangers, ouais. Il y a moins d'étrangers, donc il y a beaucoup de, en fait, il y a Justement, c'est beaucoup plus de ouais. courses qu'avant. Et il y a aussi ben, des primes qui rentrent en jeu et les gens vont plus aller courir sur des courses qui rapportent plutôt que sur la transjurassienne. Et justement, les étrangers, là, on l'a pas dit pour débuter, mais dans le ski de fond, quelle nation domine le ski de fond? Et ben la Norvège et les Russes, Ouais. les Norvégiens, ouais, ouais ils sont assez incroyables. Ils arrivent à, ouais, il y en a jamais un qui sort du top 30 quoi, quasiment. Donc ils sont tous là. Et ils ont une densité aussi dans leur, ouais, qui est incroyable quoi. Enfin nous on voit que les meilleurs, mais ceux qui sont, je pense que les 20 meilleurs Norvégiens sont capables de gagner une Coupe du Monde. Et quand tu t'analyses, moi, ça me fait faire une comparaison rapide et facile, et on va dire un petit clin d'œil à ton ancienne discipline. On a l'impression que le ski de fond avec la Norvège, c'est un petit peu comme le tennis de table avec la Chine, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, comme la course à pied avec les Kenyans, enfin, Ouais. on a tous un peu voilà, des références, hein. C'est normal. C'est aussi, bah, ils vivent dans un pays qui est quand même propice à ça. Donc voilà, comme dit bah, Karim, ils naissent avec des skis, ouais, c'est exactement ça. Donc, les Norvégiens, Et pour, c'est au-delà d'être les meilleurs, c'est aussi les plus beaux skieurs finalement. Ils skient très bien et ça a une part aussi importante dans la performance. La technique, elle est importante, ouais. et Martin Gosset qui dit, pourquoi tu prendrais pas la nationalité norvégienne? Autant prendre les meilleures chances de ton côté pour, pour essayer de performer. Ouais, faut que j'aille voir dans ma famille s'il y a s'il y a des gens qui sont norvégiens, mais je crois pas. Je crois pas. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc et ça fera une petite transition pour la prochaine question. Il y a un athlète français qui avait vécu en Norvège hein, pour un petit peu s'approprier un petit peu, on va dire les mythes hein, des sports nordiques. Et c'était Raphaël Poiret à l'époque, s'était marié avec une autre biathlète. Et si je parle de biathlon parce que Karim l'a expliqué tout à l'heure aussi. Le biathlon, c'est une des disciplines qui monte dans le Jura, en France, qui est souvent de plus en plus médiatisée. Il y a beaucoup de gens qui regardent. Au détriment, malheureusement, aussi du ski de fond. Vous, comment toi, tu perçois un petit peu de ton regard extérieur de fondeur, cette notoriété du biathlon? Ben, moi, je trouve ça plutôt positif, justement. Enfin, c'est sûr Hum. qu'ils prennent voilà, ils prennent beaucoup de place dans les médias, mais c'est aussi parce qu'ils ont une autre façon de fonctionner que nous. Ils passent aussi sur l'équipe 21, donc c'est plus facile pour eux voilà, de communiquer sur le biathlon, en tout cas en France, hein. Après, dans d'autres pays, voilà, le ski de fond reste encore le sport roi. Enfin, en Norvège, je sais que ça reste quand même des sports qui sont pris en compte. Et moi, je trouve ça bien que le biathlon
prenne autant d'ampleur parce que je pense que ça va aussi apporter des bonnes choses pour le ski de fond et vice-versa. Je pense qu'il faut que les sports d'hiver soient peut-être plus connus en globalité, quoi. C'est vrai qu'on l'a vu d'ailleurs dans le média. On avait eu Océane Bépois, une ancienne biathlète qui est passée après au ski de fond. Pour revenir sur le ski de fond, Valentin, il y a une question d'Emeric qui disait c'est quoi ta qualité première en ski de fond, à part tomber? Le relevé. Non, Le relevé, ouais. ouais, j'ai un bon jeu de jambes en style classique, justement. Donc ça, c'est une qualité que j'ai et je pense que c'est aussi grâce à ma polyvalence. Enfin, je suis assez polyvalent et ça me permet de jouer sur tous les formats. Du coup, c'est assez intéressant. Donc, voilà, j'ai peut-être le physique qui me permet de jouer un peu sur les deux formats. Et c'est vrai que en termes de style, hein, on l'a partagé il y a 1 ou 2 jours sur la page Facebook du média, hein, ta course l'an passé aux Mondiaux. On voit, c'est vrai que le geste est fluide. C'est beau à voir le style classique quand même. Par rapport au skating, je trouve. Le classique, il y a quand même quelque chose d'esthétique dans dans ce style de ski. Ouais, moi j'adore regarder le classique. Ouais. Ouais, je suis fan de cette discipline, donc c'est aussi pour ça que je suis pas, enfin j'ai pas forcément essayé le biathlon parce que mine de rien c'est le style que je préfère et ouais non non j'adore ça, ouais, c'est beau à voir. Après le skating aussi, hein, un beau skater, c'est joli aussi, hein. Il y a pas de... mais Et tu parlais du sprint tout à l'heure, Valentin. Tu disais que tu t'étais un petit peu réorienté sur le sprint. Alors oui, tu as évoqué les chutes malheureusement, les incidents de course. J'ai l'impression qu'il y en a souvent en sprint. Alors est-ce que du coup, il faut avoir un minimum de chance, il faut être mieux placé, il y a une stratégie un peu comme dans le vélo, dans un sprint final, dans le cyclisme sur piste. Comment, c'est un peu ça dans le sprint en ski de fond, comment c'est? ouais, il y a beaucoup de stratégies, ouais, vraiment, Hum. ça joue des coudes, c'est serré, ça joue souvent jeté de pied. Ouais. Donc faut être placé tout le temps, faut être vigilant en chute justement. Et après, il y en a qui chutent jamais, hein. Donc Klæbo, le meilleur, il a gagné tous les sprints de la saison dernière. Donc à un moment donné, c'est qu'il sait se placer au bon moment, au bon endroit, et il évite aussi les chutes. Donc oui, il y a peut-être une petite part de chance ou de malchance, mais de rien, les premiers, on voit quand même souvent les mêmes finalistes et c'est qu'ils savent faire, quoi. Donc il y a pas de, faut pas mettre la faute Ouais, là-dessus. ouais, en tout cas, en parlant de ceux qui savent bien skier, on a un qui nous a rejoint, c'est notre ami Laurent Multaler, à qui je souhaite un prompt rétablissement. Je sais que il travaille fort en ce moment pour revenir. On espère le voir sur les tremplins et puis sur les pistes du monde entier. En tout cas, je sais que l'équipe de France de combiné a besoin de lui. On l'a pas dit d'ailleurs sur ce format sprint, la distance, elle varie. C'est quoi la distance moyenne d'un sprint? La distance moyenne, c'est 1 km 600. Ouais. Après, selon la neige, selon les parcours, c'est plus ou moins long. Du coup, ça peut vraiment varier. Il y a des sprints qui durent 2 minutes et d'autres qui vont durer plus de 4 minutes. Donc voilà, après, c'est des répétitions pour aller jusqu'en finale si possible. Alors justement, si tu peux nous expliquer un peu les contours d'un sprint, parce que il y a plusieurs courses, enfin, c'est long, hein, il y a quoi, c'est quoi la formule du sprint alors? Et après, je poserai la question de Karine. Parce que... Alors, enfin, le matin, ça dépend si c'est le matin ou l'après, mais souvent on a une qualification d'abord. Donc, Ouais, ils prennent les 30 premiers, c'est un départ individuel. Donc, on part ok. toutes les 15 ou 20 secondes, je sais plus, ouais, les 20 secondes, je crois. Et là, ils prennent les 30 meilleurs temps et ensuite, on va choisir nos poules. On a 5 poules pour les quarts de finale. Et donc, on essaie de choisir des poules voilà, qui nous correspondent ou en fonction des temps. Si on va souvent choisir, par exemple, soit de se mettre avec les meilleurs pour avoir le meilleur temps de ton quart de finale, ou soit de te mettre avec des gens qui sont plus dans le classement autour des 30 pour essayer de passer dans les 2 premiers.
Et ensuite, enfin, on a quart de finale, demi-finale et finale. Ils prennent à chaque fois les deux meilleurs. Et par contre, ils en reprennent deux en plus par rapport au temps. Donc c'est pour ça que des fois, D'accord. choisir stratégiquement des quarts de finale, c'est intéressant. Ils peuvent en prendre quatre sur une poule en quart de finale. Donc, Et par contre, il y a quand même, c'est un format des fois qui peut être inégal parce il y a des gens, ceux qui sont sur la deuxième partie de tableau pour les quarts de finale et demi-finales, qui ont moins de récupération que les premiers. ouais, c'est ça. Klebe a toujours pris donc Klebe, c'est le meilleur skieur mondial, hein, pour ceux qui savent pas. Il a toujours pris lui le premier quart de finale parce qu'il aura plus de récupération entre le quart et la demi. Parce que c'est vrai qu'après ça s'enchaîne pas mal et c'est vrai que toute la récup qu'on peut prendre en plus, elle est importante. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure du fart. Alors si tu peux juste nous expliquer ce que c'est le fart. Et puis en termes de matériel, une question de Karim qui expliquait est-ce que le matériel joue sur la performance? Voilà, si tu peux nous répondre à cette très très bonne question. Ouais. Donc le fart, il y a déjà deux types de fart. Donc le fart de glisse et Ouais, ensuite le fart de planche pour la partie classique. ok. Donc la fart de glisse, voilà, ça se voit pas sous la semelle. Hein, c'est des produits qui mettent voilà pour qu'on glisse au mieux. Donc ça ressemble à de la paraffine qui s'étale sous les skis. Et le phare d'accroche, c'est ce qui nous permet de monter ce qui nous permet de monter parce qu'il faut pas faut qu'on ait un appui finalement. Ouais. Donc cette zone de phare, elle est sous le pied en fait. Donc voilà c'est là où est le poids du corps. Donc ça nous permet d'accrocher et de monter comme les écailles pour ceux qui ont déjà fait du ski à écailles. Et du On coup, salue Alof et puis Marion Perilla hein, qui nous a rejoint, qui nous ont rejoint sur le média. Alors je salue d'ailleurs le média justement Nordic Magazine hein, que je consulte régulièrement, qui demande comment tu appréhendes la fin du phare fluoré parce qu'ils vont changer cette année, c'est ça? non, ils vont pas changer cette année parce que du coup c'est trop compliqué. Je crois qu'ils n'ont pas réussi à mettre les choses en place. Ils ont interdit, sauf qu'ils n'avaient pas la machine pour vérifier si on avait du fluor sur les skis ou pas. Donc ça allait être pire que du Le fluor, c'est quoi? C'est parce que c'est polluant comme substance? Ouais, bah, moi je suis plutôt pour. Hein. Je suis plutôt dans l'optique d'arrêter tout ce qui fait du mal à la planète. Donc je suis plutôt pour. Ouais, je suis plutôt pour l'arrêt du fluor. Après, faut pas que ça se fasse à l'arrache comme ça comme ça a pu le faire, comme ils ont voulu le faire, mais finalement ils sont rabattus pour par l'année prochaine, quoi, je crois. Ou après les En Jeux. fait, ils ont voulu prendre le bon wagon, sauf que ils ont mis un petit peu la charrue avant les bœufs. Et, ils n'ont pas réfléchi en amont pour tout le changement que ça allait provoquer pour vous, pour toutes les équipes de ski de fond, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Ça a été, je pense que ça va dans le bon sens, mais ça a été fait peut-être trop vite. Ouais. Du coup, ben, ils sont revenus en arrière. Donc, Et, et alors pour avancer sur l'interview, l'an passé, on l'a dit, hein, tu étais sur les mondiaux de ski nordique à Seefeld en Autriche. Une très belle vidéo d'ailleurs sur France TV. On doit faire ta seule course sur le 15 km classique. Tu termines 37e de cette course. C'est quoi ton retour sur cet événement? Comment tu l'as géré? Parce que c'était tes premiers mondiaux. Et avec le recul, comment tu décris cette performance et ce contexte c'était pas l'hiver dernier, c'était il y a 2 ans. Oui, pardon, Ouais, oui, c'était 2019, pardon. Oui, attends pour ouais, moi. c'est pas très grave. Du coup, ouais, j'étais déçu de cette course. Hein. J'étais déçu parce que Ouais, très en forme 10 jours avant. Et en fait, j'étais pas sélectionné en fait aux mondiaux. Toute la sélection était faite. Donc en gros, le groupe avait déjà fait le stage de prépa. Et hum, ensuite, on a fait une Coupe du Monde juste avant les mondiaux. Et ce jour-là, bah, j'ai fait une bonne perf. J'ai fait 13e et deuxième français. Donc ils ont décidé de m'emmener au dernier moment. Sauf que bah, moi, j'ai voulu rattraper l'entraînement que les autres ont fait. ouais. Et j'ai fait 2 jours de ski à la maison alors que j'aurais dû rester sur de la fraîcheur. Et voilà.
voilà, du coup, j'ai un peu merdé mon calcul et du coup, j'ai surcompensé un peu plus tard. Ouais, Donc pour faire simple, t'es arrivé cramé au départ, quoi. ouais, voilà, ouais. Ouais. C'est souvent le risque. Alors c'est un petit peu cet équilibre entre fraîcheur, préparation à trouver. C'est pas simple. Vous avez justement enfin, vous avez des préparateurs physiques, choses comme ça. Vous avez des programmes avec eux et vous pouvez modifier. Comment ça se passe du coup? Ouais, on peut modifier le programme en fonction. On fait aussi des tests d'énergie le matin, donc on fait des Hum. tests avec une ceinture cardio. Ça nous permet d'avoir des indicateurs pour savoir si on est fatigué ou pas. Et en fonction de ça, on peut adapter le programme. Donc soit mettre plus d'intensité, soit mettre moins d'entraînement, soit en mettre plus. Donc on adapte un peu comme ça et là c'est vrai que c'est un peu une erreur de ma part. J'ai pas osé une fois sur place me reposer juste avant les courses et c'est pas une erreur du staff, c'est moi qui me suis mis peut-être un peu la pression de mes premiers mondiaux et je me suis dit il fallait que j'arrive à entraîner, mais finalement je me suis Alors un peu fait. on parle de staff. Karim qui pose la question, l'organigramme d'un skieur, d'un fondeur. Alors c'est quoi? Ce sont des entraîneurs au-dessus, ce sont des coachs préparateurs physiques, des masseurs, des kinés. C'est quoi l'environnement, ton environnement? Ouais, ben il y a pas mal de gens hein, déjà à la Fédé qu'on voit pas beaucoup parce que c'est ceux qui s'occupent du fonctionnement global de la fédération. Après, Hum. on a des groupes en fait qui sont. Moi, je suis dans le groupe sprint par exemple. Il y en a qui sont dans le Hum. groupe danse, il y en a qui sont dans le groupe moins de 23 ans. Donc, il y a plusieurs groupes comme ça de 6 à 8 personnes et chaque groupe a son entraîneur. Donc, les 6 sprinters, on a le même entraîneur qui communique avec nous quand il n'est pas avec nous, donc par téléphone ou par mail. Et à côté de ça, on a aussi les techniciens donc, qui s'occupent de la partie FART en Coupe du Ouais. Monde et des skis aussi, parce que c'est vrai qu'on brasse beaucoup de paires de skis. Et il y a aussi donc des kinés qui sont là, ouais, qui sont là avec nous souvent, donc soit en stage ou en course. C'est vrai que c'est primordial. Et alors, on parle de l'encadrement. On va basculer sur un volet un petit peu sombre, Valentin. Bah, tu le sais, de toute façon, tu étais présent là-bas, mais il y a eu une opération marquante lors de ces mondiaux en 2019, la descente de la police allemande et autrichienne, hein, je pense, les deux. Hein. De toute façon, c'était une enquête commune, je crois, qui a mené à l'arrestation de 5 athlètes. Alors, enfin, je vais les citer entre guillemets, mais il y a 2 Autrichiens, Dominique Baldov et Max Hauke, des Estoniens, il y en a 2, et il y avait un Kazakh, Paul Toranin. Et on a vu une vidéo qui a marqué, c'était l'Autrichien Max Hauck, qui a été pris en flagrant délit de transfusion. Alors moi, Ouais. c'est une image qui m'a marqué. Je vais pas vous inviter à la revoir, mais en tout cas, enfin, elle se retrouve sur tous les moteurs de recherche. Toi, quand tu as appris ça, quand tu as vu ça, ça a été quoi ta réaction? Bah, au début, on n'a pas trop compris ce qui se passait en fait, parce qu'il y avait on a bien vu qu'il y Ouais. avait les gendarmes et tout ça sur le site, donc on comprenait pas trop ce qui se passait. Et après, on a su assez vite qu'ils prenaient pas le départ le matin de la course, donc on se doutait qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est vrai qu'après, on a vu les images le soir même et on était tous, bah, on était écœurés quoi. Enfin, ça faisait mal de voir ça, alors que c'était une belle fête en plus. Enfin, c'est des beaux mondiaux, il y avait du monde, il y avait une bonne ambiance. Et, euh, et là, d'apprendre ça, enfin, d'apprendre qu'il y a des tricheurs bah, dans le peloton, comme je pense, ça a foutu les boules à tout le monde. Donc, ouais, c'était une sale image, en tout cas pour notre sport, c'était assez moche. Et, Tu parles de peloton. J'ai l'impression d'être dans le cyclisme aussi, pareil, les mêmes combats entre les sports d'endurance, le ski de fond, le cyclisme, le biathlon aussi, où Fourcade a aussi dénoncé ça. Souvent dans les pays de l'Est, c'est vraiment ce fléau là. Ça va pas être simple quand tu es coureur propre d'évoluer avec des gens comme ça. ouais, c'est dur. Et en plus, du coup, après, bah, en fait, tout le peloton passe pour des dopés, quoi. Enfin, c'est ça qui est dur.
dès que quelqu'un fait une perf sur les réseaux sociaux, c'est tout le monde dit il est dopé, alors que non, les gens, les meilleurs, typiquement Martin Fourcade, Kevin Mayer, Teddy Riner, c'est des gens qui sont incroyables. Je pense qu'ils ont ils font juste tout ce qu'il faut pour être à leur meilleur niveau et ils ouvrent aussi leur gueule là-dessus, c'est bien, et ils font avancer les choses, je pense. On salue un de tes partenaires, un fidèle, Running Conseil, qui vient de nous rejoindre, Romain. Salut Romain. L'an passé, juste pour terminer sur l'an passé, c'est vrai que tu as fait 2 belles performances en sprint en atteignant 2 fois les demi-finales. Cette année-là, c'était vraiment une année un petit peu où tu t'es cherché, tu t'es dit tiens, je vais me focaliser sur le sprint, on verra, ou tu veux rester aussi sur la distance, mais comment tu l'as abordé cette saison qui était quand même on va dire pas décisive, mais tout comme quoi, parce que c'était là où tu devais performer quoi. Ouais. En plus, j'ai commencé la saison pas top. J'ai commencé fatigué, j'ai pas réussi à rentrer dans la saison à mon meilleur niveau, donc je suis tout de suite redescendu en OPA, alors que j'avais le maillot jaune justement de l'année d'avant qui me permettait d'être en Coupe du Monde. Mais j'ai dû redescendre, j'ai dû couper en fait 5 jours déjà début décembre. Alors que j'ai fait ça même au printemps, finalement, j'ai toujours fait un peu de sport, même si c'est autre chose. Donc j'ai coupé 5 jours complets et finalement je suis revenu avec de la fraîcheur. J'ai gagné de nouveau la Coupe d'Europe et ça m'a permis de remonter. Et à partir de là, j'ai passé toutes les qualifs en Coupe du Monde. Donc ça s'est lancé comme ça et la confiance est venue et finalement je savais que j'avais le niveau pour jouer en Coupe du Monde et après quand la confiance est là, c'est plus facile aussi, ouais. Ça a dû être un soulagement pour toi, même pour tes proches. On parlera de ton entourage très très important dans quelques minutes, mais parce que c'est vrai que derrière toi, tu mises tout sur le ski de fond. Tu veux essayer de faire la meilleure carrière possible. Tu vois que des fois ça marche pas des masses. Tu te poses des questions. L'aspect mental aussi, il doit être, il est super important quoi dans une carrière, j'imagine quoi. Surtout chez moi. Surtout chez moi. Je pense que j'ai toujours eu les capacités de jouer un peu. De jouer ces demi-finales, mais j'ai jamais réussi à le faire parce que mentalement, j'avais des blocages et du coup, c'était frustrant parce que je savais que je pouvais le faire et finalement, je n'y arrivais pas. Donc, et tu l'as travaillé comment cette confiance? Explique Émeric, demande Émeric. Déjà, je travaille avec un psy, donc un psy du sport, donc qui m'a vachement aidé. Et j'essaye aussi je fais des travaux aussi perso sur plein de petites choses. Donc, finalement, c'est le travail, c'est l'entraînement comme le physique. Pour ceux qui ont des problèmes, on n'a pas de problème là-dessus. Pas de problème de confiance, mais en tout cas, j'ai réussi à travailler ça et ça va dans le bon sens. En tout cas, tu as un supporter de premier rang, Lucas Brachet, qui dit bravo Valentin pour ce que tu fais. C'est super, continue. On va avancer pour la suite, pour la saison à venir. Avant ça, tu parlais de Klébo, un super sportif fondeur norvégien. Toi, tu as un modèle en fondeur? Ouais. Ouais, quand j'étais petit, c'était Northug. Donc, forcément, il a révolutionné un peu ce sport. C'était une autre façon de courir, justement. Et maintenant, c'est vrai que dans les coureurs, vu que j'affectionne beaucoup le style classique, j'adore Didrik Tønseth ou Paul Goldberg, encore. C'est des 2 Norvégiens. D'accord. Donc, j'adore leur style de ski et sinon en skating, Klébo, il est quand même assez beau à voir skier, il est aérien, donc dire globalement, j'aime bien le ski des Norvégiens, ouais. Il nous reste à peu près 10 minutes, Valentin, sur l'interview. La saison qui arrive, parce qu'on va parler quand même de cette saison, même si elle est un petit peu troublée avec la Covid, choses comme ça. Pourtant, elle doit commencer le 27 novembre prochain à Ruka en Finlande. Donc c'est demain, c'est dans 12 jours. Tu vas y aller? Comment ça se passe?
Ouais, j'espère que je vais y aller. Ouais. Il faut que mon test PCR soit positif. Non, négatif, pardon. Ouais. Et après, ouais, je m'en vais jeudi en Finlande. On va déjà faire Ok. des chronos là-bas ce week-end. Et bah ouais, après, c'est la semaine qui suit. Hein, donc, on y est là, ça y est. On y est, ouais. Alors du coup, cette saison, hein, Carrie, confirmer ce que tu as fait l'an passé sur le sprint, sprint classique dès le premier jour, le 27 novembre. D'entrée de jeu, va falloir être présent. Il- c'est quoi cette année les ambitions et puis est-ce que les dirigeants, les coachs sont fixés des objectifs particuliers? Ouais. Est-ce que tu entends un bruit qui te dérange là ou pas? Non, ça va. Ok, Non, très bien. je sais pas qui c'est. De toute façon, bah, je sais pas, on l'aime pas. De toute façon, la personne qui est derrière toi. Je rigole. Voilà. Salut. Ouais, du coup, non, la saison, bah, c'est vrai que j'ai une autre vision des choses. C'est plus d'aller jouer en Coupe du Hum, Monde, maintenant, c'est de jouer devant, c'est d'aller grappiller hum. les places. Et mon objectif, ce sera d'être aux mondiaux en février. Donc, pour aller aux mondiaux, faudra faire des belles perfs en Coupe du Monde avant. Donc, et on ne sait pas combien on aura de courses cet hiver avec le Covid. Donc, je pense qu'il faudra être présent dès le début d'hiver. Donc, ça me tient à cœur d'être vite à Ruka, ouais. Ouais, parce qu'en plus, là, je suis en train de voir le calendrier sur le site de la Fédé. La deuxième étape déjà à Lillehammer, pardon, en Norvège est déjà annulée. Donc ça fait déjà une de moins. Alors il n'y avait pas de sprint, hein, si je dis pas de bêtises sur. Je vais regarder quand même pour pas dire de bêtises. Ah si, il y avait un sprint skating classique, pardon, en plus. Donc une chance en moins pour toi de Ouais. briller malheureusement. Ouais, c'est vrai que du coup ça rajoute de la pression supplémentaire. De voir moins d'étapes parce que c'est avec les points glanés en Coupe du Monde, il y aura un classement français pour la sélection. Comment ça va se passer cette sélection aux mondiaux? Ouais, souvent, c'est pas comme, enfin, on n'a pas un quota parce que Hum, enfin, je veux dire, on n'a pas un temps de course possible en ski, par exemple, comme en athlétisme où il faut être sous les temps. ouais. Nous, c'est plus la performance finalement. Euh, Ils vont prendre nos résultats purs et puis peut-être aussi la régularité. S'ils hésitent entre deux personnes, ce sera peut-être le plus régulier qui partira. Mais sinon, ouais, ce sera la performance, ouais. La performance pure. Et il y aura 4 athlètes normalement au départ du sprint des mondiaux. 4 athlètes. On espère que tu en feras partie en tout cas, Valentin. Alors je vois qu'il y a quand même pas mal de gens encore qui sont connectés. N'hésitez pas à poser les questions. Il nous reste une dizaine de minutes. Une saison, on a vu il y a pas longtemps, hein, et d'ailleurs ça sera relayé, ça a été relayé par Nordic Mag et on va aussi le mentionner dans le progrès. Il y a eu une structure de ski de fond, le team Décathlon Nordique, Team Décathlon Expérience, pardon, qui fait le circuit Visma ski classique. Donc c'est le ski de fond mais longue distance, comme tu l'as évoqué en début d'entretien, de plus de 50 kilomètres. Ils ont lancé un appel aux dons cette semaine pour financer un petit peu les dépenses imprévues liées à la Covid et puis avec les courses aussi qui sont rajoutées. On n'en vit pas du ski de fond, c'est compliqué. Comment toi tu finances ta saison? Ouais, moi j'en vis pas pour le moment, c'est clair, ouais. Ouais. Il y en a qui en vivent, il y en a qui en vivent bien même. Hum, Mais, parce qu'après il y en a qui ont des salaires avec les douanes ou les armées. Donc hum. ça peut que j'aurai la chance d'avoir ça peut-être plus tard. Et sinon, ouais, c'est des partenariats, des sponsors finalement privés. La fédération, elle, nous prend en charge tout ce qui est déplacement et tout ça, donc ça, on n'a pas à payer tout ça l'hiver. Et L'hébergement aussi? oui, l'hébergement aussi, ouais. Donc ouais, Donc du coup, toi, tes partenaires, c'est quoi alors? C'est Running Conseil, on l'a dit. T'as d'autres ouais, partenaires? le conseil, Marcel Petite sur le bandeau, donc c'est du Hum, conseil. J'ai la ville de Saint-Claude qui m'aide. Après, on a pas mal de petits partenaires aussi matériels. Donc, ouais. j'achète pas mon matériel, c'est tout fourni par les sponsors. Donc ça aussi, c'est important. Et sinon, bah, on a créé une association, donc les Valeureux, Ouais. et qui me permet de me rembourser certains frais donc, dans ma carrière, ouais.
Ouais, parce que ça te revient à combien une saison comme ça là? Alors, t'enlèves ce que te paye, ce que te finance la Fédé, un petit peu les partenaires, mais Ouais, c'est 12 000 une saison. Enfin, une année de ski, ah, ouais. c'est quand même onéreux. Alors, Martin qui pose une très bonne question. On parlait d'empreinte carbone tout à l'heure avec l'usage du fluor sur le fart. Combien tu parcours de kilomètres toute la saison pour faire les courses? Tu dois être souvent dans les avions, tu dois faire beaucoup de trajets, hein, j'imagine. Ouais, ouais, bah, l'empreinte carbone d'un athlète de haut niveau, elle est pas top, ouais. Mais j'essaie de faire gaffe à côté, en tout cas à la maison, je suis quelqu'un qui suis assez sensible à ça, donc déjà je pars pas en déplacement ou dehors des courses en avion, j'essaye d'éviter un maximum et puis de faire tout ce que je peux à la maison pour réduire l'empreinte carbone. Alors, on a Karine qui demande où est-ce qu'on peut te suivre. Alors, tes compétitions, elles sont retransmises sur quoi alors? Où est-ce qu'on peut te voir, Valentin, en compétition? Donc, c'est en compétition, c'est sur Eurosport. Donc, malheureusement, c'est payant. Ouais. Sinon, on a fait un site internet, donc à mon nom. Donc, c'est chauvinvalentin.com. Je mettrai dans les replays, dans tous les supports du média, je mettrai les liens comme ça, ils pourront aller voir. Comme ça, c'est intéressant, ouais. Donc, ouais, voilà, chauvinvalentin.com. Et sinon, on a des pages Facebook, donc ouais, Instagram. Mais sinon, pour les courses, c'est Eurosport, ouais. On n'est pas encore sur l'équipe 21, j'espère qu'elle viendra un jour. Bah nous, en tout cas, on relaiera hein, tes performances sur le média, en tout cas, comme d'habitude. Hein. C'est vrai que on essaye. Alors, je vais poser une dernière question d'Emery qui demande un petit peu. Alors, tu as déjà répondu en partie un petit peu. Comment tu abordes tes compétitions, tes 24 heures avant le début de la compétition. Alors, que ce soit dans la tête, physiquement ou même diététiquement, ce que tu manges. Bah, c'est grosse raclette, hein. Non, la veille, en fait, on va reconnaître la piste souvent, bah, tout le temps même. Donc, on fait pas long, on va faire 1h30, 2 heures de ski avec la reconnaissance de piste, donc allure course par contre. Donc, on se met déjà une petite intensité la veille voilà, pour se mettre dedans, pour prendre des repères aussi dans les virages, toutes les reprises de vitesse, tout ça. Donc, on prend aussi des repères en groupe pour voir comment vont se passer éventuellement un final ou tout ça. Et l'après-midi, on va souvent courir ou alors on fait des fois une petite muscu dynamique. Donc, ça dépend, c'est un peu à l'envie. L'après-midi, la veille de course, chacun fait comme il le sent, c'est plus individuel. Et puis, ouais, en termes d'alimentation, voilà, faut faire gaffe à pas trop manger acide et puis faire gaffe à pas manger aussi trop la veille d'une course, c'est pas nécessaire. Dans la tête, psychologiquement, tu as des exercices de préparation la veille au soir, le matin. Comment ça se passe? Bah ouais, on a déjà aussi un petit moment finalement assez perso au kiné. Donc, on a déjà un petit moment de calme avec les kinés. Et puis, moi, j'aime bien faire un peu de méditation la veille de course où voilà, j'écoute un podcast avant de dormir parce que sinon, des fois, j'ai un peu la pression. Ouais. Donc, j'essaie de me détacher de ça et voilà, il n'y a pas forcément de rituel, mais j'essaie de penser un minimum à la course. C'est vrai que je cite Martin hein, qui nous dit on peut acheter des bonnes bières avec les valeureux. C'est vrai que il y a une petite brasserie hein, qui te soutient et c'est pas pour faire de la pub pour ton association parce que moi aussi je suis adhérent et j'incite celles et ceux qui suivent ce live ce soir d'aller faire un petit tour sur le site des valeureux et de te soutenir, hein, même la petite cotisation est la bienvenue. Mais c'est vrai que ça doit te faire chaud au cœur de voir tous ces partenaires qui te soutiennent. Mais on l'a pas expliqué. C'est quoi les valeureux? Alors tu l'as expliqué, une association qui te soutient, mais c'est quoi les valeurs des valeureux à part être valeureux? Bah à la base on a fait ça. C'était une idée de ma mère en fait.
parce que ils voyaient très bien que c'était dur de financer ma carrière. Donc, en fait, c'était à la base un groupement de personnes assez proches. Finalement, c'est un peu étalé dans le Haut-Jura, et c'est vrai que le but, c'est d'avoir finalement aussi un fan club maintenant. Donc, ils se retrouvent, par exemple, pour regarder les courses ou dans des bars ou des choses comme ça. Donc, c'est avoir une unité. Et puis, quand les courses sont à proximité de la maison, ils se déplacent aussi ensemble avec voilà, le petit groupe de fan club pour faire du bruit. Et puis voilà, donc c'est à la fois c'est une assoce qui permet de m'aider financièrement et une assoce qui fait aider du monde, donc c'est chouette. Alors on salue d'ailleurs Dominique Touron qui vient d'arriver. Hein. Je sais pas si tu le connais, moi je ne le connais pas, mais en tout cas bienvenue sur le média. On va arriver d'ailleurs bientôt à la fin de cette retransmission, cette interview. Justement, quel mot tu pourrais dire pour conclure un petit peu voilà la suite. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Valentin, pour conclure cet entretien? Eh ben, en tout cas, merci de m'avoir reçu. C'est chouette. Continue à faire ça, c'est bien. On essaye, hein. Voilà, d'avoir des nouvelles finalement, on découvre pas mal de sportifs du coin, donc c'est cool. Et non, bah sinon, faites du sport pour vous-même. Et puis, ouais, voilà. En tout cas, moi, je suis persuadé que voilà, pour les jeunes, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Et, donc voilà, il faut croire en soi. Et puis oublier aussi, voilà, faut pas croire qu'on peut y arriver aussi au plus haut niveau sans se doper, c'est sûr. Ça, je veux le dire ce soir. Le dopage, certes, c'est ancré chez les gens, mais voilà, moi, je me battrai pour aussi, comme si je peux avoir une aura là-dessus, j'essaierai de donner ma part pour que les tricheurs soient plus parmi nous. Donc voilà. En tout cas, merci. Ouais, vas-y, continue. Hein, t'as le temps encore. Hein. Voilà, sinon, rien de spécial. Hein. J'espère que voilà, je représenterai le Jura au plus haut niveau, et puis et voilà, j'attends avec impatience la saison. En tout cas, merci encore à toi, Valentin, d'avoir été parmi nous. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été présents sur ce live. Vous pourrez le retrouver, hein, pour celles et ceux qui sont arrivés en cours d'interview, toute l'interview sur notre chaîne YouTube dès demain, sur Facebook. Enfin voilà, on va essayer de partager encore, comme d'habitude, une nouvelle fois ce bel échange avec toi, Valentin. C'était un vraiment plaisir, hein, comme d'habitude. Et puis et c'est vrai que malheureusement, tu habites un peu haut dans le Jura et c'est un peu loin pour venir supporter lors de tes courses avec les Valeureux. Mais en tout cas, je te suis en permanence. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Demain, pour celles et ceux qui seront encore présents, j'espère que vous serez nombreux. Hein, on aura un basketteur. On va essayer de continuer, hein, de faire deux interviews par semaine. Ça fait beaucoup, mais au moins ça permet de maintenir le rythme. Parce que j'ai l'impression, une semaine, en fait, c'est tellement long avant de vous retrouver tous les lundis soirs. Donc, on va essayer de faire un peu plus. On aura un basketteur demain, un espoir jurassien qui est à Limoges. Donc, ça va être intéressant. On va voir avec Mehdi Bellil c'est son objectif pour la suite de sa carrière. Encore merci à toi, Valentin. Non, merci à toi, ouais. Et puis, bonne soirée à vous tous. Et puis, à demain, en tout cas. Voilà. Ça marche, merci. Ciao.